formation est de mise. Et là, je me retourne vers Biram. En quoi consiste votre activité ici au Sénégal aujourd'hui, très concrètement, et comment vous êtes accompagné dans cet environnement, dans ce climat économique? Donc aujourd'hui, l'idée de base était de créer une entreprise qui aurait l'impact que Alibaba a eu sur une industrie, je dirais, informelle. C'était une industrie informelle et qu'ils ont pu donner accès au monde entier. Voilà. C'est-à-dire faire une plateforme qui soit voilà. ouverte au monde entier. Voilà. Et donc notre objectif principal, je dirais, c'était de pouvoir distribuer les produits Made in Africa. Mais je dirais au niveau de l'impact, l'idée c'est de changer la perception que les gens ont des produits made in Africa. C'est-à-dire lui donner de la valeur réelle, pas qu'on le voit comme un sous-produit de mauvaise qualité. Voilà, donc on s'est dit avoir la technologie, c'est bien. Donc on a créé la plateforme, développé la plateforme, mais après on s'est rendu compte qu'il fallait accompagner les transformateurs locaux dans l'agroalimentaire, dans les cosmétiques, etc., pour s'assurer que ces produits sont prêts à l'exportation et que ces produits maintiennent les standards internationaux qui sont nécessaires pour pouvoir vendre, pour qu'on puisse retrouver ces produits qui sont naturels, organiques ou juste différents sur les étagères des grands magasins autour du monde. Donc pour nous, mais déjà important. En intérieur, on a du mal parce que même les supermarchés d'ici ne veulent pas vendre les produits locaux. Comment vous faites ça? Et donc le plus gros problème qu'on a vu, et c'est le problème que je dis toujours quand on va dans les magasins ici, les produits locaux sont au bas de l'étagère, ou alors il y a une section où ils veulent même pas mélanger ces produits avec les produits importés. C'est une question de perception qui est liée au packaging, à toute une stratégie de distribution, de marketing, et donc c'est ce savoir-faire qu'on apporte. Donc on recrée ces marques. Et on travaille sur la partie créative, sur la partie standardisation, etc., pour pouvoir s'assurer que quand on regarde ce produit, c'est une fois qu'on l'a goûté et qu'on regarde le packaging, c'est d'Afrique. Voilà, c'est ça l'idée. Au début, l'exemple que je donne toujours, c'est le beurre de karité. Le déghettoiser, en gros. L'enlever du ghetto. J'ai des mots très très forts. C'est le deuxième point. Inspiré, là. J'apprends beaucoup aujourd'hui. On apprend beaucoup aujourd'hui. Mais l'exemple que je donne beaucoup, c'est le beurre de karité. Au début, c'était nos mamans, nos grands-mères qui achetaient le beurre de karité dans les marchés. Mais pourtant, les gens voyaient le beurre de karité comme quelque chose de pas trop bon. Il fallait aller dans le magasin et acheter du Nivea ou d'autres grandes marques importées. Et pourtant, aujourd'hui, le beurre de karité est utilisé partout au monde, fait partie des ingrédients de pas mal de produits de luxe. Et les gens oublient qu'il vient d'Afrique. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est que quand on voit le moringa, le baobab, le nîmes, le tulukuna et autres, pourquoi pas être ceux qui vont propulser ces produits et les introduire au monde. Donc, c'est un peu cet objectif qu'on a. Est-ce que les producteurs sont sensibles à ce discours aujourd'hui, ceux que vous rencontrez sur place? Ils sont sensibles au fait qu'ils ont besoin d'atteindre un marché plus gros que celui auquel ils ont accès aujourd'hui. Et ils ont du mal à avoir accès à un marché externe. Et donc, ils sont sensibles à tout ce travail qu'on est en train de faire avec l'objectif d'avoir accès à des gros magasins.